s'inscrire dans une démarche de pré-campagne aussi. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de positionnement en, en poulain ou en possible dauphin pour le scrutin à venir en adoptant une rhétorique qui fait plaisir à l'UDPS? Parce que c'est une rhétorique qui est bien rodée dans l'opinion extrémiste et radicale de l'UDPS. Est-ce en jouant sur cette musique-là, Bemba ne gagne-t-elle pas toute l'estime du vote extrémiste et radical d'une certaine opinion de l'UDPS et donc se positionnerait comme dauphin? Peut-être qu'on est déjà dans les positionnements des acteurs pour 2028. Que comprendre de ces sorties médiatiques à outrance du fils de Museveni et en même temps la position de Kinshasa qui continue à considérer Museveni comme un des alliés? Déjà, il faut dire que le fils Museveni n'est pas un fou. C'est un militaire haut gradé, potentiel dauphin du pays, et qui a joué un rôle important dans l'appareil sécuritaire de l'Ouganda. Et donc, lorsque vous avez un sécurocrate qui tweete, ce n'est pas un jeu de plaisir. C'est un jeu sécurocrate, c'est un jeu stratégique qu'il faut lire avec perspicacité. C'est la même personne qui nous a dit qu'à partir de janvier, il n'y aura plus de mercenaires blancs à l'est du Congo. Ils seront balayés. Et du jour au lendemain, les mercenaires ont déposé les armes. On a eu un premier round, on en a un deuxième. Dans un contexte de gouvernement d'union que le PPRD a rejeté, est-ce que c'est des moyens, un levier de pression pour pousser certains acteurs à rejoindre le gouvernement? Est-ce que c'est un levier qu'on veut utiliser pour créer ou trouver de liens avec la dynamique de la guerre à l'Est? Est-ce que les éléments récoltés conduisent à cela? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, parce qu'à ce stade, on a une procédure qui vient de commencer. S'il y a une communication publique, alors on pourra peut-être avoir un peu plus d'éléments d'information pour appuyer la réflexion. Mais on peut constater que dans les mêmes moments où se met en place un gouvernement, dans ces mêmes moments que ces pressions sont faites vers une partie prenante qui a refusé de rejoindre la dynamique gouvernementale. Après le deuxième round, ça veut dire... Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Pression. Bon début de semaine à tous et à chacun. Merci de nous rejoindre sur Politicon, la force du détail, dans ce tout premier numéro de la semaine. Merci de votre fidélité et votre attention à ce programme. Enfin, l'actualité reste essentiellement dominée par la situation politico-sécuritaire et socio-économique volatile au pays. Oui, nous allons parler de cela car l'actu est vraiment abondante. Enfin, Kinshasa qui s'engage à discuter avec le M23 selon l'évolution de la dynamique en cours, à rassurer la
ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse. Oui, on va évoquer cette question avec un invité qui a répondu à notre invitation. Il est déjà avec nous sur ce plateau à ces sujets. Un nouveau sommet conjoint SADC-EAC est annoncé pour ce lundi 24 mars 2025 pour délibérer sur le rapport du ministre des Affaires étrangères des différents pays. On parlera également de la formation d'un gouvernement d'union nationale dont les consultations vont débuter, sauf changement des dernières minutes, c'est lundi. Est-ce le gouvernement d'union nationale est la réponse à la question de vouloir bien vivre ensemble ou à la question de cohésion nationale? Nous allons poser la question à notre invité, mais pendant ces temps ou pendant que l'objectif poursuivi par tout le parti, c'est de parvenir à la cohésion nationale, le PPRD reste au cœur d'une campagne des SAP, le PPRD qui voit son vice-président être de nouveau convoqué à l'auditorat militaire des supérieurs de Kinshasa. C'est lundi, on reste focus et on vous donnera les détails possibles à l'heure convenue ou au moment opportun. Pour l'instant, nous pouvons affirmer que le vice-président Obé Milakou est déjà présent à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa au moment où nous tournons cette émission. Mais aussi, nous allons parler de déclaration à l'emporte-pièce du fils de Museveni. Il continue à menacer ouvertement d'attaquer, ou il menace d'attaquer ouvertement Kinshasa, mais la position de Kinshasa restait quelque peu floue, qui continue à considérer Museveni comme un de partenaires fiables. On parle, c'est là, que comprendre de cette situation avec M. Christian Moleka. Il est expert et coordonnateur de la DIPOL, dynamique de politologue. Merci de l'honneur que vous nous faites de répondre à notre invitation. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci à vous surtout pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe et m'excuser pour l'occasion restée récemment là. Et donc, voilà, nous sommes bien portants. Nous essayerons de nous rattraper aujourd'hui en apportant les éléments de réponse à vos différentes questions. Merci, coordonnateur de la dynamique de politologue. Pourquoi avoir mis sur pied cette association et de quoi s'occupe-t-elle? Effectivement, la dynamique de politologue de l'RDC, DIPOL en sigle, a été créée le 30 juin 2012, donc ça fait aujourd'hui 11 ans. Elle a été créée parce qu'il y avait un besoin réel. La science politique au Congo, c'est vrai, c'est une science jeune. C'est vrai aussi que pendant très longtemps, elle a été en quelque chose ostraciée. Sous Mobutu, les sciences politiques ont été fermées à Kinshasa, reléguées aux provinces depuis 1971, donc à Kisangani et à Lubumbashi. Les sciences politiques ne sont revenues à Kinshasa qu'en 1999 avec le départ de Mobutu. Et donc, à Kinshasa, c'est une science très nouvelle. Et il y a un besoin de lui redonner sa place, notamment en question de gouvernance politique. Nous avons créé ce réseau, premièrement, pour promouvoir notre science, pour lui redonner sa place dans la réflexion stratégique et politologique, mais également pour créer un réseau, je dirais, qui soit le premier think tank en termes de gouvernance en RDC. Et aujourd'hui, le réseau s'est élargi. Vous êtes dans combien de provinces à ce jour? Nous sommes dans 22 de 26 provinces. Le réseau il est très large. Il comprend des professeurs, des chefs de travaux, des assistants dans pratiquement l'ensemble du territoire national, y compris dans la diaspora plutôt. Donc c'est un réseau très très dense. Nous organisons régulièrement des ateliers Sciences Po à Kinshasa, en province. Depuis que je suis à la tête de la DIPOL, depuis 2017, on a fait 8 ateliers Sciences Po. Ça s'est fait également à Bukavu, ça s'est fait à Lubumbashi, à Kisangani. Nous organisons des formations. On l'a fait en 2023, la session Battre campagne pour former les candidats aux élections politiques. On l'a fait à Kinshasa, on l'a fait à Kisangani également. Et depuis 2024, nous avons lancé un outil qui s'appelle le Politoscope, qui est le premier outil de monitoring de la violence numérique en ligne en RDC. C'est-à-dire c'est un outil pour analyser les contenus des débats publics, notamment sur X, et à travers ce débat, de relever les formes de violence qui existent dans le débat en RDC. Donc cet outil a été lancé depuis mars 2024, donc on a encore une année depuis que le Politoscope a été lancé. Est-ce que pourriez-vous affirmer aisément que depuis que vous avez mis en place ce réseau, le politologue aujourd'hui commence à s'affirmer davantage chez nous?
Bon, déjà, si vous prenez le paysage médiatique aujourd'hui en termes d'analyse politique, c'était un paysage où on trouvait d'ailleurs, on trouve du tout jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on dit analyste politique au Congo, c'est un fourre-tout pour désigner tout celui qui prend sa belle veste et qui vient sur un plateau. Alors que l'analyse est une démarche de construction qui nécessite d'avoir un background, d'avoir une forme de maîtrise des concepts clés pour venir faire l'analyse. Nous avons quand même réussi à redonner, à visibiliser la réflexion du politologue, moi particulièrement, sur l'espace médiatique national et à l'international. Nous avons réussi également à promouvoir, notamment en province, ce regain-là pour notre science. Mais le chemin, il est encore long, parce que nous travaillons avec nos propres ressources et ce n'est pas évident dans l'environnement congolais de tenir une ligne qui soit pas une ligne, soit une ligne transpartisane. Quand vous voulez construire une démarche transpartisane qui ne reste pas attachée à des clivages, c'est pas évident. Donc on évolue petit à petit, mais ça va. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le coordonnateur de la dynamique des politologues en RDC, M. Christian Moleka. Avec lui, nous allons essayer de comprendre l'actu qui est brûlante chez nous. D'abord, commençons par la position officielle du gouvernement congolais quant aux discussions avec l'M23. La ministre des Affaires étrangères a rassuré que selon l'évolution de la dynamique, il sied de discuter avec l'M23. Qu'est-ce qui y a ramené aujourd'hui le gouvernement congolais à ce changement des positions? Deux facteurs importants. Le premier, c'est le facteur militaire. Si vous prenez la rencontre de Luanda le 15 décembre, la tripartite de Luanda, c'est à ce moment-là déjà que le Rwanda a tenté d'insérer dans le texte final l'obligation ou la nécessité pour Kinshasa de dialoguer avec le M23. Ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle le sommet n'a pas réussi à se tenir. Et à partir de là, la dynamique militaire sur le terrain nous a été défavorable. Le M23, qui n'était pas à l'époque même pas encore à Saké, a pris le contrôle de Massissi Centre, a pris le contrôle de Saké, de Boremana. La suite, nous connaissons. Ils ont étendu pratiquement du double le territoire qu'ils occupaient. Et aujourd'hui, il y a une forme de pression sur des axes stratégiques comme Walikale, parce que le contrôle de Walikale vous permet d'aller vers Kindu, le Maniema, ou vers Kisangani, qui a 400 km sur une voie bien depuis quelques praticable. heures, les rebelles ont affirmé c'est retiré pour de cette position. Effectivement, mais je parle de la dynamique qui se mettait en place, une dynamique qui est également à Kamanyola, avec une pression sur Ouvira, même si on a eu une résistance de Bozalendo, et Ouvira qui est un verrou qui vous permet d'accéder par le lac à Kalemi. Donc c'est une dynamique sur le terrain qui n'a pas été favorable. Ensuite, c'est la dynamique diplomatique. Si vous prenez les différentes initiatives diplomatiques qui sont mises en place, vous prenez le sommet de l'Union africaine, vous prenez le sommet EAC, le sommet conjoint EAC-SADC, vous prenez les résolutions 2773, tous reviennent sur une solution négociée, sur l'absence de solution militaire et par la nécessité de parler avec toutes les parties comprenantes, y compris les M23. Donc ces doubles dynamiques-là a poussé Kinshasa à revoir sa position rigide, qui était celle de ne pas parler avec les M23. Et donc, nous avons un gouvernement qui a évolué, même si ça a été fait dans la douleur, mais qui a évolué sur sa position initiale. Parlant de la dynamique, a-t-elle évolué ou elle est toujours en notre défaveur? La dynamique sur le terrain ne nous est pas favorable. Des points de vue diplomatiques, on a marqué des points. On a réussi à embarquer la communauté internationale, l'Union européenne, dans une compréhension du conflit qui nous est favorable. Nous avons réussi à avoir un certain nombre de sanctions, à la fois sur les acteurs politiques rwandais que sur leur réseau économique, qui a également eu de l'effet, parce que la rencontre du Qatar, c'est parce qu'également il y a eu des pressions diplomatiques. Donc dans la bataille, on a perdu sur le terrain, on a gagné quelques points diplomatiques. Il y a donc ces petites victoires qu'on a quand même obtenues, qui ont contrebalancé l'incidence du militaire. Donc aujourd'hui, la RDC et le Rwanda, la RDC garde encore toutes ses cartes à main? Toutes ces cartes, non, on en a moins, on a de moins en moins parce qu'on a perdu la capacité à imposer un rapport de force favorable sur le terrain. On a gardé une dynamique diplomatique qui nous est favorable, c'est un atout qu'il faut savoir conserver. Nous sommes en train également dans la sous-région de perdre certains alliés. On a perdu le Burundi qui était avec nous. On est en train de perdre la SADC d'un point de vue militaire, mais il faudra garder une dynamique diplomatique qui nous soit favorable. Donc il y a deux choses que l'on gagne. Et comme dans toute bataille, il y a des parties perdues, il y a des parties gagnées.
Ce qui importe, ce n'est pas les partis, je peux dire les dynamiques des conflits, c'est la finalité du conflit qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, on peut perdre aujourd'hui une dynamique, en gagner une autre. Ce qui importe, c'est la finalité du combat, qui est la victoire finale. Et aussi la médiation qui était assurée par João Lourenço, l'Angola, qui a communiqué aujourd'hui sur sa non-disponibilité de ne plus continuer à assurer cette médiation à raison de la présence de João Lourenço en tant que président de l'Union africaine. Est-ce que allons-nous vers une paix négociée et avec qui comme médiateur? Et est-ce que ça sera solide pour une paix pérenne au Congo? Bon, déjà, le président angolais a subi un camouflet. C'est la deuxième fois qu'il tente de réunir les parties prenantes autour de lui et que le sommet n'aboutisse pas. Vous prenez le 15 décembre, la fameuse tripartite Kigali, Kinshasa, Luanda, qui n'a pas abouti. Vous avez la toute dernière récente rencontre du 18 mars qui devait réunir le gouvernement les 1-23. La rencontre échoue le matin, le soir, le président est au Qatar. Et si vous suivez le communiqué de l'Angola, il s'était dit surpris que nous ayons pu aller négocier au Qatar alors qu'on nous attendait en Angola. Et donc, il y a également cette forme de frustration du médiateur de ne pas avoir suffisamment de leviers pour amener les parties autour de la table et de voir le sommet tourner un peu en dérision. Et donc, il prend prétexte certainement de sa position à l'Union africaine pour prendre le tablier. Mais le sommet conjoint EAC-SADC avait déjà proposé un certain nombre de facilitateurs. On a parlé d'Obasanjo, on a parlé de l'ancien président l'ancien Premier ministre du Tchad, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 3 listes. Et serait le prochain à prendre la médiation? Des facilitateurs que le sommet conjoint a proposé pour continuer éventuellement la médiation dans une logique où on pourrait soit fusionner, soit aligner les processus de Luanda et de Nairobi. Est-ce que ça retarde le processus de paix dans la région? Les processus de paix sont toujours des dynamiques très complexes, ça prend du temps. Parce que autant les sommets ne se tiennent pas chaque jour, ils se tiennent après 2-3 mois. Le sommet d'aujourd'hui vient après le sommet du 8 février. Donc vous prenez le 8 février, vous prenez le 31 janvier, vous prenez le sommet des ministres des Affaires étrangères. Il y a toujours un temps diplomatique qui est assez long. Et donc les facilitateurs, lorsqu'ils seront désignés, feront également un certain travail de consultation ou de pré-consultation des différentes parties prenantes. Ça prend toujours du temps. C'est laborieux, mais c'est une dynamique qui est lancée. Il faut espérer que ça va tenir. Oui, on va toujours sur ces sujets, essayer de comprendre la position de Kinshasa, puisque Kinshasa, qui se montre désormais favorable à discuter avec l'M23, même si à la dernière réunion, ce sont le terroriste ou le rebelle du M23 qui n'ont pas pu y prendre part. Est-ce que nous sommes en train de considérer la variable temps? Oui, mais le problème, c'est que ça ne dépend pas forcément de Kinshasa, cette variable-là. Kinshasa a beaucoup tergiversé, ça c'est vrai. Au 15 décembre, Kinshasa aurait accepté de négocier avec l'M23. On n'aurait peut-être pas perdu Goma, Bukavu, Kavumu et tout le reste. On aurait peut-être eu autre chose. Mais Kinshasa a beaucoup tergiversé sur sa ligne stratégique. On a même eu le sentiment d'une forme d'incertitude stratégique. Qu'est-ce que Kinshasa voulait? Et là, on a perdu beaucoup de temps parce que autant on avait une forme d'errement stratégique, autant la foi à une réponse militaire de Kinshasa a je dirais, oblitéré ses capacités à négocier. On a beaucoup cru sur le fait que Goma ne tombera pas, sous l'attelage militaire Sami RDC, Burundi, FARDC, mercenaires, Voisalendo, que la chute de Goma a été une forme de choc psychologique qui a également tétanisé pendant très longtemps Kinshasa. Donc, il y a le temps qu'on a perdu dans cette tergiversation, il y a le temps qu'on perdra dans le processus diplomatique, bien évidemment, parce que ce soit la rencontre du 4 avril du Conseil de sécurité qui va s'organiser bientôt, où on parlera encore du Congo, les résolutions sont votées, mais les mises en œuvre prennent du temps. Et donc, fort malheureusement, nos populations à l'Est vont continuer encore à subir les caprices du temps diplomatique qui ne correspondent pas toujours avec la perception du temps du citoyen. Les instituts stratégiques que nous payons cash, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution du contexte, Kinshasa a finalement levé l'option claire quant à stratégie ou pour finir sa stratégie pour une paix négociée et une paix durable
dans la région et sauver des vies et en même temps récupérer des territoires sous contrôle de l'ennemi. Je crois que Kinshasa a besoin de gagner du temps. Ce qu'il faut pour Kinshasa aujourd'hui, c'est le temps. Et gagner le temps à la fois pour préparer sa capacité à riposter sur le terrain, gagner le temps pour ne pas laisser la progression du 1-23 s'étendre plus largement et faire basculer suffisamment le rapport de force, gagner le temps pour que le projet minier de deal RDC les États-Unis puissent arriver à maturité. Et pour gagner un temps, il faut négocier. Je crois qu'ils ont pris conscience, avec la pression diplomatique autour, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de négocier s'ils veulent gagner un temps. Parce que ce soit tout le travail qu'on fait de recruter aujourd'hui, il faut recruter des jeunes pour faire l'armée, il leur faut au moins 14 mois. Tous ces garçons qu'on va recruter, ils n'iront pas au front. Il faut les amener dans le centre d'instruction, il faut qu'ils apprennent les rudiments élémentaires. Il faut au moins 14 à 2 ans pour qu'ils soient prêts à aller au front. Donc c'est le temps. Le facteur temps, il est important. Et pour ça, il faut négocier pour gagner un peu en temps. On va vers Trump pour espérer avoir de l'assistance sécuritaire. En même temps, on est à la table de négociation. Est-ce que tout ceci ne relève pas de l'incertitude dont on fait une fois de plus preuve? Je dirais que ça donne le sentiment d'une forme d'adaptabilité, même si cette adaptabilité-là repose non pas sur une planification stratégique. Okay. Vous voyez, nous sommes dans l'adaptation liée au contexte. Il n'y a pas une structuration de la stratégie diplomatique qui s'est mise en place. Nous évoluons un peu tenant compte du coup par coup. C'est parce qu'il y a eu un projet ukrainien qui a été mis sur la table de deal minéraux sur l'Ukraine, que ça inspire ici, on dit, on peut copier le modèle ukrainien, proposer les mêmes modèles aux Américains. Est-ce que la dynamique reste la même? La dynamique reste la même? Est-ce que les intérêts sont les mêmes? Est-ce que Donald Trump répondra de la même manière que pour l'Ukraine, qui est un conflit plus global, qui vise également à répondre à une menace plus globale qui est la menace d'une troisième guerre mondiale avec la Russie? Est-ce que nous sommes dans la même dynamique d'un conflit qui est très souvent oublié et qui n'intéresse presque pas l'opinion internationale parce que c'est loin, parce que c'est lointain, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux? Il y a tout ça également à l'intérieur. Est-ce que notre lobbying est suffisamment fort pour embarquer la dynamique américaine derrière, d'un Trump qui n'est pas intéressé par l'Afrique, on le sait, qui n'a jamais, durant son premier mandat, fait des politiques un peu plus claires sur l'Afrique. Un peu plus clair sur l'Afrique. Donc il y a tout ça qui entre en jeu, mais c'est je dirais, de l'improvisation stratégique. Mais nous, Congolais, nous sommes très faibles en planification stratégique. Ça peut finir par payer. Oui, conjoncturellement, ça peut nous construire des réponses à court terme, mais structurellement, il faut construire des choses plus dures. Le lobbying, ce n'est pas quelque chose de factuel, d'instantané, c'est une stratégie de longue durée. Et nos amis, nos ennemis rwandais, pendant très longtemps, on construit de manière durable le lobbying. Donc, si nous voulons avoir des solutions de paix durable, il nous faut sortir des conjonctures, il faut structurellement construire des approches de lobbying qui soient permanentes. Je rappelle quand même quand l'administration Trump a été élue, l'ambassade du Rwanda aux États-Unis a organisé une réception pour féliciter l'équipe entrante. De l'autre côté, je n'ai pas entendu ça. Donc, il y a ce travail de lobbying de long terme qui doit se faire et qui doit sortir de l'improvisation stratégique. Très bien. Et quelles sont les faiblesses à déceler dans ce projet, dans ces deals minéraux contre sécurité? La grande faiblesse, c'est déjà quelle sera notre capacité à garder notre souveraineté sur les ressources. Okay. Nous allons négocier en position de faiblesse. Cette position de faiblesse fera que, un peu comme l'Ukraine, surtout que c'est nous qui allons vers les États-Unis. Nous risquons de brader l'avenir des générations futures sur nos capacités à contrôler nos ressources. Ça, c'est de un. De deux, c'est que c'est un projet qui vise également soit à rejoindre la dynamique de l'Obito. On a vu à un moment donné, on a parlé du corridor Lobito qui pourrait s'élargir vers l'Est et qui donc mettrait en difficulté les projets des bananas. Ça reste des mises? Oui, c'était une dynamique qui s'était déjà proposée à l'époque. Le Rwanda avait refusé. Soit ça va fragiliser le projet banana, soit ça va conforter le projet banana. Et troisièmement, c'est que ce choix stratégique avec les États-Unis aura pour conséquence de construire une infrastructure militaire au Congo avec une base américaine. Ça veut dire que dans la dynamique aujourd'hui d'un sud global qui se dessine, le Congo aura fait le choix de rester dans le pôle occidental. Alors que nous sommes aujourd'hui
je dirais, presque dans la fin de l'ordre ancien. Nous sommes dans la fin de l'ordre de l'ordre ancien des 45, de l'ordre de comment je peux appeler ça? C'est-à-dire, il faut redéfinir les alliances. L'ordre mondial qui s'est construit depuis la Deuxième Guerre mondiale est en train de finir. Nous sommes dans la période de basculement vers un nouveau monde qui ne se dessine pas. Et donc, dans ce moment de vide où, entre l'ordre ancien qui s'écroule et l'ordre nouveau qui se dessine, qui ne se connaît pas, entre deux mondes-là, nous sommes en train de faire le choix de rester accrochés dans l'ordre ancien, face à une dynamique qui est de plus en plus en Afrique et vers le sud global. Ça veut dire qu'on ne comprend pas les enjeux. Ça veut dire que nous nous positionnons, nous, Congo, comme restant dans le giron occidental, alors que l'évolution globale en Afrique et dans le monde, c'est d'aller vers un monde multipolaire avec un sud global qui se met en place. Donc ça, c'est également un choix stratégique délicat. Et peut-être le dernier choix, c'est que les Américains sont en guerre commerciale avec la Chine. Et que ce choix-là peut nous mettre au nouveau au cœur de la guerre commerciale avec les Chinois qui contrôlent 60% de nos cobaltes au Katanga, par exemple. Est-ce que Kinshasa, en allant négocier avec les Américains, va détricoter tous les accords avec les Chinois? On a vu le président, d'ailleurs, une fois, lorsqu'il était à la Colosie, parler de remettre en question tous les contrats chinois. Ça a conduit à l'avenant. Mais est-ce qu'on va aller au-delà de l'avenant avec une remise en question de la présence chinoise au Congo? Les Chinois ont lancé un message clair. Quand vous voyez l'ambassade qu'ils construisent à Uvira, ici à Gombe, c'est dire que nous sommes là, nous ne partons pas. Et donc nous allons nous retrouver au cœur d'une nouvelle guerre froide, comme en 60, entre cette fois-ci le bloc chinois et les blocs américains. Et toujours en ce qui concerne la situation politico-sécuritaire fragile au Congo, un nouveau sommet des chefs d'État de la SADC est annoncé ce lundi pour délibérer sur les rapports de ministre des Affaires étrangères. À quoi pouvons-nous attendre après la tenue du sommet qui se tient aujourd'hui? Bon, les ministres des Affaires étrangères avaient proposé une feuille de route. Ils avaient proposé un projet de feuille de route sur la sortie des crises au Congo, avec notamment l'ouverture de l'aéroport de Goma, la mise en place de couloirs humanitaires, la circulation des humanitaires dans la région, avec une question que moi je trouvais un peu floue, un statut spécial à donner aux villes de Goma et de Bukavu. On parle de statut spécial sans grande précision de ce qu'est statut spécial. Il faudra voir si les chefs d'État vont endosser la feuille de route proposée par les ministres des Affaires étrangères et comment cela sera mis en œuvre. Également, on avait proposé, comme je l'ai dit tantôt, des facilitateurs pour une solution négociée. Et il y avait 3 noms qui circulaient, dont Obasanjo, l'ancien président nigérian. Et donc, on verra quelles options les chefs d'État vont faire aujourd'hui en endossant probablement le travail des affaires étrangères, qui était un travail préparatoire au sommet d'aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Nous allons changer de chapitre pour parler maintenant de la formation du gouvernement d'union nationale, dont la consultation débute ce lundi sous la houlette du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Eberande Kolongele. Est-ce la réponse à la question de vouloir bien vivre ensemble ou à la question de cohésion nationale? Je dirais que c'est la réponse à minima sur une volonté de rassembler la classe politique, notamment autour de la guerre. On l'a très vite senti depuis le début de la guerre qu'il y avait une forme de front intérieur entre les différents acteurs. Et la façon de regarder le conflit n'était pas, je dirais, républicain. Une certaine opinion était presque content de voir l'armée perdre parce que c'était vécu comme une forme de défaite stratégique du président. Et un pays qui est divisé comme ça et qui regarde comme ça ne peut pas, je dirais, se relever. Il faut à un moment donné rassembler autour de la patrie, et le président a pris l'option de rassembler autour d'un gouvernement d'union. C'est une solution à minima parce qu'il aurait pu rassembler autour d'un dialogue qui soit plus large. Est-ce que tout le monde répondra à l'appel du gouvernement d'union? C'est la grande question. On a suivi les différentes déclarations politiques des acteurs majeurs. Beaucoup, Fayulu par exemple, exige d'abord un dialogue dans le format SENCO avant tout gouvernement. Le PPRD, je ne crois pas qu'ils viendront avec toute la pression qu'il y a autour du parti aujourd'hui et la position de son leader. Le Katumbi et sa formation politique, je crois également ils ne vont pas rejoindre la dynamique. Et donc on aura un gouvernement à ce stade qui ne peut prendre que de petits poissons.
peut-être Des petits poissons. peut-être un Mouzitou qui pourra rejoindre Mhm. la dynamique, une forme de société civile également. Qui d'autre Est-ce qu'un Matata rejoindrait la dynamique alors qu'il est sous pression en justice? Il y a ce défi-là d'ouverture qui reste pendant. On verra si les consultations qui se lancent aujourd'hui permettra d'élargir la mobilisation et donc de ramener certains opposants à cette démarche-là. Kabound également qui est sorti, qui dans ses premières déclarations a laissé entendre qu'il n'était pas intéressé La par le beauté en touche gouvernement. à cette démarche. Effectivement, est-ce qu'il va évoluer? On verra si les consultations aideront à faire évoluer. Mais aujourd'hui, les premières tendances laissent à penser qu'on a une opposition qui rejette de manière générale la démarche et donc peu de possibilités d'avoir une très grande ouverture. Ça résolverait quel problème une fois ou si on réussissait à mettre en place ce gouvernement d'union nationale? Aucun problème structurant, aucun problème structurant, simplement ça donnerait cette perception-là d'unité des Congolais autour de la guerre, parce que le pays serait unifié pour combattre l'agression. Et cette symbolique-là, pour certains, c'est important. En même temps, le dialogue, par contre, aurait dû mettre en place un cadre où les gens se seraient parlé des questions qui fâchent et favoriserait un compromis plus large. Et donc, soit le gouvernement qui se met en place nous fait évacuer la possibilité d'avoir un dialogue, soit le dialogue qui se met en place permet d'aboutir à un gouvernement. C'est un choix. Le président Kabila, à l'époque, a mis en place les concertations, d'abord, qui ont créé un cadre de discussion, puis qui ont conduit à un gouvernement Matata 2 après. Aujourd'hui, on inverse les choses. On préfère commencer par un gouvernement plutôt qu'un cadre de compromis. Mais aussi, Christian Moleka, il est question de crédibilité pour essayer de changer quelque peu la donne. Ce gouvernement qui est en passe d'être mis sous pied pourrait, dans ces cas, avoir quelle crédibilité? Crédibilité auprès de qui? En fait, je dis, si vous suivez les différents acteurs, c'est davantage une remise en question de la capacité du président à respecter les engagements. Beaucoup de gens disent que le président ne respecte pas sa parole et qu'aller dans une dynamique avec un acteur majeur qui ne tient pas parole, où il contrôle presque tout. Ce ne serait pas une bonne chose. En deuxième lieu, qui contrôle presque tout, évidemment, ce ne serait pas une bonne chose. Et en même temps, il y a des questions sur lesquelles les gens auraient bien voulu qu'on discute, notamment la réforme constitutionnelle, le changement constitutionnel sur la table. Et donc, toute mise en place du gouvernement fera évacuer la possibilité d'avoir un cadre de discussion sur les questions des fonds. Notamment des questions comme le processus électoral. On a un parti comme le PRD qui n'a pas pris part aux élections. Nous sommes pratiquement à l'entrée de 2026, donc à 2 ans de 2028, se projeter sur les élections à venir, probablement sur une réforme de la CENI, la loi électorale, la capacité d'avoir des bons scrutins en 2028 qui permettent d'éviter tout ce qu'on a connu dans le passé. Or, un gouvernement ne répondra pas forcément à toutes ces questions de fond et ça rassurera certains acteurs, mais ça n'abordera pas les questions de fond. Pendant ces temps, alors que nous parlons de cohésion nationale, il y a le PPRD qui reste au cœur d'une campagne des SAP. C'est lundi, à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa, au Beminaku, répond à une énième convocation. Est-ce que c'est une réelle volonté de désactiver ou de mettre à mal les complices de Corneille Nangaa ou c'est une nouvelle méthode d'intimidation qu'essayerait de mettre en place le pouvoir de Kinshasa? Bon, le pouvoir de Kinshasa construit un narratif de collision entre le sécuritaire et les politiques. Si vous suivez les déclarations du chef d'État lui-même, qui présente le président honoraire comme le patron de l'AFC, et vous avez la perception que pour Kinshasa, il y a des connexions entre les conflits armés là-bas et le jeu politique à Kinshasa. Et de ce fait-là, le PPRD, qui est le premier parti du président honoraire, est donc la cible parce que beaucoup d'acteurs qui ont rejoint la dynamique, et pas que, viennent de paysages politiques intérieurs. On peut citer Adon Chaloué, on peut citer Henri Magie, mais ils ne sont pas les seuls. On citerait Jacques Mamba, on citerait d'autres anciens
de l'opposition également qui ont Ça rejoint. réconforte la thèse selon laquelle c'est le président du parti, du PPRD, qui en est le vrai commanditaire. Pour Kinshasa, ça conforte la thèse qu'il y a de lien entre la guerre à l'Est et le jeu politique intérieur. Et ces liens-là rapprocheraient de certains acteurs. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu des procès ou des éléments probants qui puissent confirmer ces allégations-là, mais c'est la thèse qui est très avancée, jusqu'à aujourd'hui. Or, malheureusement, c'est au moment où on parle de cohésion, où on parle de se mettre ensemble, que ces mêmes thèses sont avancées. Donc c'est je dirais, une antithèse de la cohésion. On ne peut pas en même temps vouloir d'une cohésion, de mettre tous les acteurs ensemble et construire une dynamique qui exclut certains acteurs, dont le PPRD, qui sont des acteurs très importants. Donc c'est à la fois, je dirais, un double langage dangereux qui va s'opposer et conduire à une forme de neutralisation de la cohésion. Et comment vous réagissez à ce que fait un des membres du gouvernement, la personne de Jean-Pierre Bemba? Le PPRD a réagi en estimant que le pouvoir a lancé son chien de chasse pour ternir l'image de marque de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Moi, j'ai été personnellement sidéré, non pas uniquement sur Kabila, mais sur le fait que le président, le ministre des Transports, ancien ministre de la Défense, donnait à la population des éléments de renseignement. Lorsque, par exemple, il parle que nous avons information d'un sujet centrafricain qui viendrait pour assassiner le président, vous avez des données, des renseignements. C'est sérieux. Est-ce qu'un ministre de la République qui a un droit de réserve peut-il donner des données, des renseignements à une population qui n'en est pas le destinataire en termes de consommation? Est-ce que déjà en termes d'accréditation, le ministre de Transport est accrédité pour accéder à ce genre de données? À un moment donné, c'est l'image de l'État, du sens de l'État qui pose problème. Il n'y a pas d'État sans secret. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de secret d'État. Et il y a une certaine conduite dans les affaires d'État où les grandes questions ne sont pas mises à la portée publique aussi facilement. Il y a des cercles fermés où ces genres de questions, des données, des renseignements qui sont des informations grises sont traitées et sont consommées. Et donc nous sommes nous-mêmes en train de vendre une forme d'État bananier qui ne va pas conforter à l'international une perception de sérieux sur nous. Après, sa démarche, moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre la finalité de la démarche. Est-ce qu'il y a une finalité stratégique dans cette communication? Qu'est-ce que l'on cherche derrière? À quel objectif répondrait cette communication? L'éveil patriotique aujourd'hui, c'est rassembler le Congolais autour de la sauvegarde de la patrie, de bouter dehors l'ennemi et de réunifier les différents acteurs. Cette communication participe-t-elle à cette stratégie? Comment? Est-ce qu'en divisant davantage l'opinion à l'intérieur, nous ne jouons pas le jeu de l'ennemi? Parce que nous renforçons les clivages, nous renforçons les dissensions et les lignes de friction à l'intérieur. Nous ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Est-ce qu'en voulant coûte que coûte exclure un retour politique de Kabila, on ne joue pas en fait à son jeu? Est-ce que c'est ce qui fait peur ou ce qu'on raconte sur lui tient la route? Est-ce qu'on ne joue pas à son jeu? Parce que lui, à l'extérieur, quand vous suivez ses différentes déclarations, il construit un discours victimatoire aussi, qui dit « Je suis un ancien président sorti de mon pays, les opposants sont traqués, les églises sont traquées, beaucoup ont fui le pays ». Est-ce qu'en jouant sur cette corde-là, Bemba ne renforce-t-il pas lui-même indirectement le discours de Kabila en justifiant justement sa posture? Je crois qu'il y a ce dilemme-là qui demeure. Après, on pourrait l'inscrire dans une démarche de pré-campagne aussi. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de positionnement en poulain ou en possible dauphin pour le scrutin à venir en adoptant une rhétorique
qui fait plaisir à l'UDPS, parce que c'est une rhétorique qui est bien rodée dans l'opinion extrémiste et radicale de l'UDPS. Est-ce en jouant sur cette musique-là, Bemba ne gagne-t-elle pas toute l'estime du vote extrémiste et radical d'une certaine opinion de l'UDPS et donc se positionnerait comme dauphin? Peut-être qu'on est déjà dans les positionnements des acteurs pour 2028. Je tiens tout de même à rappeler ici que la question de nationalité ou le dossier de nationalité contre Moïse Katumbi lors des dernières élections a semblé jouer en sa défaveur. On l'a constaté au sein de l'opinion que c'était une communication qui était bien appréciée, consommée par un plus large public. Est-ce qu'on serait dans la même logique? Est-ce que ce qu'on raconte sur Kabila tient la route ou c'est son retour politique qui fait plus peur ici? En politique, ce qui importe, ce n'est pas le vrai et le faux ou le faux. Parce qu'on peut avoir un faux vrai et on peut avoir un vrai faux. Ce qui importe, c'est la finalité recherchée. Ça veut dire, je peux dire une fausseté, mais qui, dans l'opinion, conduit à la perception de ce que je veux obtenir. Ou je peux dire une vérité, mais qui ne produit pas l'effet escompté. Ce qui importe en politique, ce n'est pas le vrai et le faux. Parce qu'on peut avoir un vrai faux, comme je le dis, on peut en faire un faux vrai. Tout dépend de ce que l'on veut construire. Par contre, vous revenez sur la dynamique électorale. J'ai fait un article qui est publié dans Congo-Afrique sur les élections, sur la communication stratégique du président. En fait, de tous les candidats présidentiables. Et sur le président Félix, j'avais insisté sur la communication négative. Cette communication négative qui était mise en place contre ses adversaires. Contre d'abord l'étranger, parce que la campagne du présidentiel a tourné autour d'une stratégie qui était très claire. Comment on gagne l'électorat de l'Est alors qu'on n'a pas obtenu sur le terrain les résultats escomptés, avec l'état de siège, avec la mutualisation, et comment on gagne l'électorat de l'Est? Eh bien, on le gagne en construisant un discours souverainiste, en attaquant le pays voisin, le Rwanda, de manière très frontale, pour montrer la mollesse des autres. Et ce discours anti-Rwanda, belliciste, qui construit la stratégie du chef de guerre, a également pour finalité de rapprocher ceux qui sont molles avec l'ennemi, le candidat de l'étranger. Et c'est très facile de passer des candidats de l'étranger à candidats étrangers. Bien avant cette campagne-là, la fameuse loi Tchani avait préparé les esprits sur la congolité, sur tous les débats des étrangers. Et donc, pour ne pas dire candidat étranger, ce qui aurait sonné faux dans la bouche d'un candidat présidentiable, eh bien, on a dit candidat de l'étranger, alors que dans la perception de l'opinion, le 2 peut être supprimé pour passer des candidats étrangers. Vous voyez, voilà. Il y a ce jeu de symbolique qui s'était construit. Ça marchait à court terme, je l'ai dit dans l'article, mais ça a réduit les possibilités diplomatiques, parce que ce discours belliciste a donné à Kagame la justification de l'agression en disant Kinshasa veut me renverser. Il militarise suffisamment l'Est et donc j'ai le droit de développer les mécanismes de défense pour que la guerre n'entre pas à Kigali. Et donc nous avons nous-mêmes, parce que dans l'approche court-termiste voulu gagner les élections, donné prétexte à la guerre qui a repris après en justifiant par le fait que Kinshasa voulait renverser Kigali, ce qui était un prétexte s'appuyant sous les mots du président, toute la rhétorique. Vous avez bien raison de le dire, parce que c'est lors de cette campagne qu'il avait dit qu'à partir de Goma, on peut toucher Kigali. Effectivement, toute cette rhétorique-là a justifié l'agression rwandaise après. Donc, est-ce que lorsque nous construisons nos narratifs court-termistes, nous ne voyons pas à long terme ce que ça conduit diplomatiquement, ce que ça conduit stratégiquement? Donc, nous sommes dans une logique court-termiste, très peu stratégique à long terme et parfois, je dirais même conjoncturel, parce qu'il faille éliminer un adversaire qui se positionne pour 2028 peut-être. Allez, on va bien croiser le doigt pour l'instant en attendant l'évolution de ce dossier ou de la situation dans la région entre la RDC et le Rwanda. Allez, les PPRD qui est toujours sous pression judiciaire. J'ai posé la question, est-ce que c'est une nouvelle méthode pour la justice de éliminer ou de mettre fin ou mettre à mal ce qui serait en collision avec Kagame ou Nanga, ou une réelle volonté de déstabiliser ces partis chers à Joseph Kabila?
Il y a une forme de frilosité au pays, à telle enseigne que cette frilosité ne rassure pas. Le président Aubin a fait une sortie médiatique lors de la présentation de son bureau, où il a parlé de sortie de la clandestinité. Je crois que tout tourne autour de ces mots. Vous êtes politologue, quel sens vous donnez à ces mots? On peut donner plusieurs sens à un mot. L'interprétation est libre. C'est là que ça pose problème. En herméneutique, on parle toujours du dit, du non-dit et du compris. Je peux dire une chose, tu peux comprendre autre chose. Lorsque je dis sortons de la clandestinité, ça peut être perçu comme il y avait une démarche cachée qui se mettait en œuvre et on sort de la lumière. Ça peut être perçu comme on sort de la nuit, on reprend le jour. Tout dépend de la compréhension et de la perception que chacun fait du dit et du non-dit. En politique, le mot clandestinité, est-ce que n'est-il pas un terme qu'on peut utiliser? Est-ce que ce n'est pas excusable? En politique, ce n'est pas un mot approprié parce qu'en sciences politiques, on parle de système politique ouvert, ou système politique semi-ouvert, ou système politique fermé. La clandestinité intervient généralement dans le système politique fermé. Vous prenez le cas de l'UDPS. Un parti qui est né dans un environnement d'un système politique fermé, où le jeu politique est interdit. Dans ce jeu politique interdit, eh bien, les partis politiques adoptent une forme de clandestinité. Réunions cachées, rencontres secrètes, rumeurs, radio-trottoirs, comment on appelle ça, les jetons qu'on jette dans les tracts, qui sont invisibilisés pour créer une forme de combat. Il y a un modèle de combat propre à un système politique fermé. Lorsqu'on a un système politique ouvert, eh bien, les réunions sont publiques, les lieux de rencontre sont connus, la communication est toute ouverte, on est dans les médias, il n'y a pas lieu à la clandestinité. Moi, je dis, les choix des mots en politique est important, mais la compréhension des mots dépend aussi d'un acteur ou d'un autre. Est-ce qu'on s'appuie sur cette, je dirais, ce mot pour en analyser au-delà du possible? Est-ce qu'il y a des éléments qui appuient une compréhension autre du mot clandestin? Je crois que je n'ai pas accès à la justice. Je ne sais pas quels éléments ils ont à leur possession qui appuieraient notre interprétation, une compréhension de clandestinité. Mais si c'est un débat de mots, alors c'est de la frilosité et là, on n'avancerait pas. Et jusqu'où peut aller l'appareil judiciaire contre certains membres de l'opposition après la première convocation 2 semaines après? Il y a une énième convocation qui tombe. Pouvez-vous nous s'accorder à dire que l'audition de la première convocation n'a pas mis d'accord l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa? Bon, à ce stade, c'est préjudiciel. Donc, nous, on n'a pas accès au dossier. Je ne sais pas de quoi on a parlé la première fois. Ce que je peux constater, c'est qu'on a eu un premier round, on en a un deuxième, dans un contexte de gouvernement d'union que le PPRD a rejeté. Est-ce que c'est des moyens, un levier de pression pour pousser certains acteurs à rejoindre le gouvernement? Est-ce que c'est un levier qu'on veut utiliser pour créer ou trouver de liens avec la dynamique de la guerre à l'Est? Est-ce que les éléments récoltés conduisent à cela? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse, parce qu'à ce stade, on a une procédure qui vient de commencer. S'il y a une communication publique, alors on pourra peut-être avoir un peu plus d'éléments d'information pour appuyer la réflexion. Mais on peut constater que dans les mêmes moments où se met en place un gouvernement, dans ces mêmes moments que ces pressions sont faites vers une partie prenante qui a refusé de rejoindre la dynamique gouvernementale. Après le deuxième round, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'assister à un 3e, 4e, même 5e round. Le Congo est un pays d'imprévisibilité. On peut se réveiller, il n'y a plus rien, comme Kabound, ou on peut se réveiller semi en veilleuse, comme pour Caméré, ou on peut se réveiller, ça continue pour d'autres. Donc c'est un pays où on a du mal à saisir la dynamique judiciaire qui évolue de manière assez surprenante. Allez, parlons de ce dernier sujet, on va se quitter. Le fils de Museveni qui menace ouvertement d'attaquer le Congo, ses déclarations
on ne peut plus oser sur X, prouve que le fils de Museveni a une ligne bien claire. Il annonce même dans le jour qui vient de faire tomber la ville de Kisangani. Si le M23 ne le font pas, ce sera au fait l'occasion d'accorder à l'UPDF de faire tomber cette ville. Alors, que comprendre de ces sorties médiatiques à outrance du fils de Museveni et en même temps la position de Kinshasa qui continue à considérer Museveni comme un des alliés? Déjà, il faut dire que le fils Museveni n'est pas un fou. C'est un militaire haut gradé, potentiel dauphin du pays, et qui a joué un rôle important dans l'appareil sécuritaire de l'Ouganda. Et donc, lorsque vous avez un sécurocrate qui tweete, ce n'est pas un jeu de plaisir. C'est un jeu sécurocrate, c'est un jeu stratégique qu'il faut lire avec perspicacité. C'est la même personne qui nous a dit qu'à partir de janvier, il n'y aura plus de mercenaires blancs à l'est du Congo. Ils seront balayés et du jour au lendemain, les mercenaires ont déposé les armes. Ce n'est pas de la blague, c'est quelqu'un qu'il faut lire avec beaucoup de sérieux. Maintenant, qu'est-ce que Kinshasa veut? Kinshasa, pendant un temps, a tenté d'opposer l'Ouganda et le Rwanda, de l'opposer économiquement. Et ce n'est pas un hasard si le combat, la guerre du M23, cette nouvelle guerre, a repris au même moment que les travaux de la route de Kasindi qui devait relier l'Est du Congo à l'Ouganda. Les gens ne font pas le lien. Mais c'est quand l'entreprise ougandaise a commencé les travaux à Kasindi pour faire la route qui reliait Beni Kasindi à l'Ouganda que la deuxième guerre du M23 a repris et qui a mis un peu une forme de train à ce projet-là. Nous avons tenté d'opposer les deux pays économiquement parce que derrière, il y a des jeux d'économie, on ne sera pas peut-être s'étendre sur ça ici. Il y a un jeu de contrôle économique autour de deux projets des ports, le projet de Mombasa et le projet d'Ar es Salaam qui s'opposent et qui opposent le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda a mis en place un port sec. C'est d'ailleurs le plus grand port sec de Kigali, d'Afrique centrale, mais qui vise également à garder l'influence économique de l'Est du Congo. Donc, c'est deux pays qui sont en compétition et Kinshasa a tenté de les opposer. Et d'ailleurs, quand on a fermé Rwandair, on a autorisé Uganda Airlines à venir voler au Congo. Mais ces petits jeux d'opposition, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup trop d'intérêts entre les deux. Une volonté pour eux deux de garder une zone d'influence au Congo qui font que factuellement, ils sont alliés. Même s'ils sont opposés, ils sont alliés. La prise de Bunagana n'a pas pu se faire sans l'accord tacite de l'Ouganda, parce que le Bunagana n'a pas de contact physique avec le Rwanda. Donc, ils sont alliés, et c'est nous qui avons cru les opposer stratégiquement. Faire entrer, laisser les Ougandais occuper le Grand Nord, le Butembo et tout le reste, pour empêcher la montée du M23 vers le Grand Nord, en pensant que ça les opposerait, faire entrer l'UPDF, mutualiser avec eux et garder une zone d'influence dans le Nord, en pensant que ça les opposerait. Mais aujourd'hui, nous allons nous réveiller peut-être durement en ayant un autre allié militairement mieux organisé qui occupe le territoire en hommes et en armes et qui pourrait demain ouvrir la voie à une rébellion qui va nous déstabiliser davantage. Et quand vous suivez les déclarations du fils Museveni, notamment en Ituri, qui commence à parler de plus en plus des ougandophones. C'est un concept qui n'existe pas. On parlait déjà des populations rwandophones. Ouais. Maintenant, on commence à parler des populations ougandophones. Donc, demain, l'armée ougandaise pourra également prétendre défendre des minorités au Congo, notamment les Hema, dans l'Ituri, et justifier son invasion. Et de manière plus longue. Donc, il y a ce jeu que Kinshasa a tenté, qui malheureusement n'est pas à notre faveur, même si à court terme encore, nous sommes trop dans les courts termes, ça a empêché la progression du M23 dans le Grand Nord, Lubero, Butembo, mais ce court terme-là retombe dans ce que j'ai dit au départ, dans l'improvisation stratégique, parce que nous ne voyons pas les temps longs, et que dans les temps longs, le choix qui nous paraissent à court terme favorables nous complique après. Est-ce qu'on peut en vouloir au régime de Kinshasa d'avoir tenté d'opposer Kagame à Museveni ou le Rwanda à l'Ouganda, et surtout d'avoir essayé de s'approcher des deux pays? Bon, il y a une constance dans la stratégie gouvernementale congolaise, c'est celle de sous-traiter la sécurité et de sous-traiter aux autres.
Si ce n'est pas l'UPDF, si ce n'est pas Sami RDC, si ce n'est pas l'EAC, si ce n'est pas les Burundais, demain les Tchadiens ou les Ouazalendo, cette approche qui vise à sous-traiter de manière permanente, de mon point de vue, n'est pas une bonne approche. C'est vrai qu'il y a des problèmes au sein de l'armée nationale, c'est vrai qu'il faut du temps pour remettre sur pied l'armée, mais il faut travailler à avoir des solutions endogènes. Et les solutions endogènes sont celles qui, à long terme, sont le moins problématiques. Les solutions exogènes peuvent paraître nous donner des réponses à court terme, mais à long terme, ça nous crée toujours des problèmes. Allez, merci beaucoup. Christian Moleka, vous êtes coordonnateur de la DIPOL. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier mot. Le dernier mot, c'est peut-être vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de rappeler à tous les politologues du Congo que nous avions projeté un congrès national cette année en mois de juin, mais l'évolution sécuritaire va probablement nous amener à réfléchir autrement parce que nous ne serons pas venir les autres politologues des zones de conflit à Kinshasa et donc on va probablement réfléchir à comment nous allons nous adapter à l'évolution du pays. Allez, nous vous revenons très très vite avec des informations sur le sommet conjoint SADC et EAC qui se tient aujourd'hui lundi, mais aussi sur l'audition à l'auditoire militaire supérieur de Kinshasa. On va revenir avec, avec beaucoup plus d'informations fraîches quant à cela. Allez, pour l'instant, portez-vous bien et bon après-midi chez vous.